Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de ce mercredi 1er juillet 2020. Un nouveau mois, de nouveaux défis, je vous le souhaite bien rempli. Voici les titres du journal de la mi-journée. Les candidats à l'examen national du certificat d'études primaires CEP sont prêts pour lundi prochain, date du démarrage de la composition. Mais ils devront affronter des centres de santé, des centres de composition, encore inondés. Dans ce 13h, nous allons voir comment ils se font à cette idée de cohabiter avec l'eau le temps d'un examen. Suspendre la cession du patrimoine foncier dans les communes sur 6 mois, c'est une bonne décision du Conseil des ministres. Parole de quelques acteurs concernés, interrogés par Idriss Boukari. Vous allez les suivre dans cette édition de la mi-journée sur leurs divers arguments pour défendre cette décision du dernier Conseil des ministres au Bénin. Les communales, c'est du passé déjà et l'Union progressiste arrivée en tête fait son petit bilan. Les élus communaux et parlementaires se sont vus à Bricom. C'est pour en discuter de fond en comble. On fera le point avec Imet Hélène Amossoum dans ce journal. Merci d'être au rendez-vous et bon appétit. Lundi prochain, les enfants candidats à l'examen national du certificat d'études primaires réunion composé, mais il faudra en tout cas s'inquiéter pour eux pour une double raison. La première, c'est le peu de temps dont ils ont disposé à cause du coronavirus et ses corollaires pour prendre les cours, les assimiler et surtout les rendre en essai national d'évaluation. Et la deuxième, ce sont les centres de composition qui les attendent, inondés par endroits et où ils devront passer tout le temps de la composition. Si pour le volet, le premier par exemple, ils sont rassurants, eh bien le deuxième aspect les laisse plutôt confus et vous allez le voir dans ce reportage d'Ingrid Day présenté par Assimo Kanya-Assimo. Quelques semaines après la reprise des cours, les examens se pointent déjà à l'horizon et c'est celui du certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Dans la plupart des écoles sillonnées, les dernières révisions vont bon train et les enfants se disent déjà prêts à affronter les épreuves le lundi prochain. Et ceci, malgré la longue pause observée sur instruction du gouvernement afin d'éviter la propagation du coronavirus. Les amis, c'est pour lundi prochain. Je suis prête. Moi, je suis prête à bien travailler et être meilleure. Au dire des enseignants, ces quelques semaines passées à la maison n'ont pas rendu service aux enfants. Mais fort heureusement, certains promoteurs d'écoles ont adopté plusieurs stratégies qui leur ont permis de travailler même en étant à la maison. Il faut avouer qu'il y a eu vraiment une recrudescence du niveau des enfants. Mais déjà, nous, à notre niveau, nous avons mis toutes les stratégies en place pour qu'ils retrouvent leur niveau. Pendant cette période, nous nous sommes occupés d'eux en leur envoyant par un forum WhatsApp que nous avons créé, nous leur envoyons des épreuves, histoire de les maintenir en haleine pour qu'ils ne désapprennent pas. Donc à leur retour, nous avons continué de travailler normalement avec eux. Au vu des résultats issus des différentes évaluations et grâce aux intenses travaux dirigés qu'ont suivi les enfants, les enseignants pensent avoir rehaussé leur niveau et espèrent déjà avoir de bons résultats après l'examen. Et je peux vous rassurer déjà que les enfants sont prêts pour affronter les épreuves. Et après le confinement, on a mis les bouchées doubles, on a travaillé sérieusement avec eux. Et là où ils sont maintenant, ils sont aguerris pour les examens. Si les candidats se disent prêts à affronter les épreuves le lundi, certains centres de composition ne sont pas encore dans les normes pour les accueillir. À moins d'une semaine du lancement des dernières épreuves du certificat d'études primaires, ces centres sont confrontés au phénomène d'inondation. Si c'est concernant l'eau, il n'y a aucune disposition. S'il y a la pluie, vraiment, nous aurons l'eau dans la cour. Surtout là, il y a toujours l'eau. Et nous sommes déjà habitués à ça. S'il y a l'eau, nous rentrons dedans parce que nous n'avons pas le choix. Donc le jour de l'examen, même s'il y a l'eau là, les enfants viendront. Mais le reste, il y a 4 dispositifs que je peux déposer le jour de l'examen, c'est tout. Mais pour les bavettes, il n'y a aucun problème. Tous les enfants ont des bavettes. Ici, à l'école primaire publique Ménotin Sud, par exemple,
L'accès au site est quasi impossible. Les responsables rencontrés sur les lieux refusent de se prêter à nos questions. Voilà, pour ce qui est donc l'état des lieux. En attendant, le lundi prochain, le Bénin solde ses comptes liés aux inondations de 2019, alors même que celles de 2020 sont déjà là. Un atelier de 2 jours initié par l'Agence nationale pour la protection civile a formalisé un rapport qui a révélé des pertes et dommages occasionnés par ces inondations sur le plan économique, sanitaire et humanitaire. Il faut bien en penser les plaies et l'évaluation post-catastrophe des inondations de 2019 au Bénin a mis l'accent sur ce qu'il y a à faire dans ce sens-là. Idriss Boukari. 2 jours auront suffi aux acteurs de premier plan de la lutte contre les catastrophes de lire et de valider le rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019. À la cérémonie de clôture de l'atelier démarré ce lundi à l'Infosec de Cotonou, l'Agence nationale de protection civile, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique et la Direction générale des affaires économiques ont à tour de rôle présenté à l'assistance le contenu du rapport. De la présentation, il ressort que 6 communes du Bénin ont été fortement touchées par les inondations de 2019. Il s'agit des communes de Karimaman, Malanville, Zanyanado, Atiémé, Les Aguégués et Grand Popo. L'élaboration du document a bénéficié de l'appui technique et financier du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, ces appuis du système des Nations Unies s'inscrivent dans le cadre des recommandations de la conférence de Sendai sur la gestion des risques et catastrophes qui promeut l'évaluation post-catastrophe et la mise en place de cadres nationaux de relèvement à court, moyen et long terme. Elles viennent compléter les appuis des autres partenaires, notamment de la Banque mondiale et de l'Union européenne, de même que tous les partenaires bilatéraux impliqués dans ce processus. Le rapport va plus loin et présente l'impact macroéconomique et social des inondations enregistrées en 2019. Le taux de croissance économique était de 6,9% en 2019 au lieu de 7,1% en situation sans inondation. Ce phénomène a eu un impact sur l'économie locale et la pauvreté monétaire. L'agriculture est le secteur le plus touché sans compter les pertes en vies humaines. 27 décès au total sur l'ensemble du territoire national. Le rapport pose aussi un diagnostic. Le diagnostic issu de cette étude indique que la principale cause des inondations est le fait que les populations sont mal installées et habitent ou occupent des zones inondables interdites d'habitation ou d'occupation. C'est pourquoi je voudrais saisir cette opportunité pour demander aux maires de nos communes d'accompagner l'État central dans ses efforts de développement et d'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la prévention et de la gestion des inondations et en s'abstenant d'installer les populations dans des zones inondables et interdites d'habitation ou en les y empêchant. Après donc les travaux de cet atelier, le rapport validé va permettre au Bénin et ses partenaires de disposer d'une évaluation conjointe des besoins post-catastrophe des inondations de 2019 et d'un plan d'action pour le relèvement et la reconstruction des communes. Le Comité national de la microfinance s'est enfin réuni hier pour sa première session ordinaire au titre de l'année 2020, maintes fois reportée depuis avril dernier à cause du coronavirus. Il y avait un seul point à l'ordre du jour et les participants l'ont bien dépouillé lors de leurs échanges auxquels ont assisté Ali Moumouni et Elvis Tonoucoin. 13 participants prennent part à cette réunion, dont 10 présences physiques et 3 par visioconférence. La première session ordinaire du Comité national de la microfinance au titre de l'année 2020 est présidée par la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À l'ordre du jour, 2 présentations de la BCAO sur le projet d'accès indirect des systèmes financiers décentralisés SFD au mode de paiement régional de l'UEMOA et le projet interopérabilité des services financiers numériques dans l'espace UEMOA. La présente session constitue une excellente occasion pour échanger des voies et moyens en vue de l'atteinte efficace des objectifs du CNM qui peuvent être résumés comme suit. Finaliser le processus d'actualisation du document de politique de développement et de la microfinance pour mieux l'arrimer au PAG et à la nouvelle dynamique du secteur. Faire le suivi efficace de la mise en œuvre
du nouveau document de politique de développement de la microfinance et son plan d'action. Élaboré avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la stratégie nationale d'inclusion financière. Assainir le secteur de la microfinance au Bénin. Renforcer les actions de professionnalisation de SFD avec accent sur l'éducation financière des clients. Renforcer l'accès des SFD aux ressources financières adaptées. Identifier les actions pour le financement des activités agricoles et promouvoir les innovations financières au nombre desquelles la finance digitale. Les résultats attendus à l'issue de cette première session ordinaire du Comité national de la microfinance nécessitent un investissement collectif énorme, a précisé la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et au vu du contexte actuel de la crise sanitaire mondiale, les participants se sont également penchés sur un troisième thème intitulé « La situation des SFD face à la pandémie de la COVID-19 ». Vous le savez, depuis mercredi dernier, le Conseil des ministres a décidé de la suspension des procédures de cession du patrimoine foncier dans les communes du Bénin. Ceci sur 6 mois. C'est pour faire, a promis le gouvernement, c'est pour faire un audit de la gestion que les élus communaux ont fait du patrimoine foncier de leur commune. Décision qui réjouit la plupart des personnes rencontrées et interrogées par Idriss Boukari. Oui, c'est une très bonne décision parce que nous savons qu'aujourd'hui au Bénin, la mafia foncière a pris tellement d'ampleur, elle est devenue incontrôlable. Malgré toutes les réformes, les bonnes initiatives du chef de l'État, Patrice Talon, la mafia foncière tente à avoir la peau dure, c'est-à-dire elle devient de jour en jour plus dense, plus étendue. Et vous voyez maintenant que tout le monde est affolé par cette crise de la mafia foncière. Nous sommes sur le territoire de Calavi, pourtant, vous voyez à côté, il y a la mairie de Cotonou qui a donné permis de construire, malgré que le territoire est dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, à voir toutes ces dérives, le gouvernement ne peut que prendre ce genre de décisions. Si c'est les autorités qui ont pris cette décision, nous sommes obligés de suivre ça. Mais il faut que cela soit un temps bref, parce que la population souffre beaucoup. Certains attendent pour pouvoir construire normalement ou bien pour faire la clôture, tout ça là. Donc, ça nous arrière. Nous sommes à la base, nous sommes en train de crier, de viabiliser notre quartier, mais impossible. Pourquoi impossible? Parce que les gens ne veulent pas respecter les textes de la République. La loi foncière, par exemple, qui est sortie depuis 2013. Et chaque fois quand vous parlez à n'importe quelle réunion, on vous dit qu'il y a 22 structures qui ont approuvé, qui ont donné leur approbation par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Les 22 structures-là ont donné leur approbation à ce que nous sommes en train de faire là. Quand? La loi est sortie en 2013, mais l'approbation a eu lieu en 2015. Vous savez, par rapport à cette question du foncier au niveau de nos communes, beaucoup d'élus locaux ont exagéré. Surtout dans Calavi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je dis bien, surtout dans Calavi, c'est la catastrophe. Et différents élus locaux qui sont passés par là se sont enrichis sur le dos des populations. Ce n'est pas normal qu'on puisse faire des lotissements et qu'on ait fait des réserves pour accueillir des infrastructures sociaux communautaires pour permettre l'épanouissement des populations, pour permettre le développement de la commune. Et qu'après, certains élus locaux passent par derrière pour morceler ces réserves et les vendre à qui ils veulent. Mais il était temps de faire cesser la saignée. Et moi, je félicite le chef de l'État pour avoir pris cette décision-là avec son gouvernement. Nous qui combattons l'impunité et la corruption, je pense que c'est une nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de joie. Et moi, je demande au chef de l'État qu'une fois que l'état des lieux serait fait, il faut qu'on rende ça public pour que chacun qui a mis la main dans le foncier
que nous les connaissions et qu'ils soient punis selon la loi. Voilà. Parlons maintenant du drame qui frappe certains habitants de la commune d'Abomey-Calavi. De l'eau jusqu'à la hanche, pour des endroits naguère jamais inondés. Attaque en main, les populations ne s'en reviennent toujours pas. La générosité excessive du ciel ces derniers temps a déversé une quantité insupportable d'eau qui s'est permis de les déloger de leur maison pour y prendre place et tout tremper. Ce sont les plaintes et complaintes qui ont accueilli l'équipe de Canal 3 partie faire le constat. Elle était conduite par Teddy Goudala. Des concessions complètement englouties par l'eau. Entre tristesse et désespoir, les habitants de Tankpet-Tanmen dans la commune d'Abomey-Calavi souffrent le martyre avec ces dernières pluies qui se sont abattues sur la partie méridionale du Bénin. Selon les riverains, le phénomène d'inondation serait pitoyable en cette saison pluvieuse faute de ce caniveau qui draine l'eau de ruissellement de toute la localité. L'eau a envahi toutes les habitations. Chez moi, à la maison, j'ai dû aligner des briques pour pouvoir surmonter mon lit. Tout le quartier Tankpet-Tanmen est inondé. Donc, cela est dû juste après les installations du projet gazoduc. Comment comprendre qu'un projet de cette envergure peut réaliser un caniveau du carrefour Tankpet et au lieu de rentrer dans un lac non loin, environ 1,5 km d'ici, le projet gazoduc a dû drainer l'eau dans une localité qui est bien habitée. Tous les habitants ont été inondés, ne pouvant pas rester dans le quartier, ils ont été obligés de chercher des locations. Ils sont donc contraints de quitter leur domicile. D'autres n'ayant pas tout de suite les moyens sont obligés de raser les murs pour coûte que coûte rejoindre leur dortoir. Même les animaux en sont ahuris. Face à la situation, plusieurs démarches se seraient menées sans succès à l'endroit des responsables communaux. Nous avons mené maintes démarches envers les autorités locales, même au ministère de l'Environnement. On a eu à leur envoyer des correspondances à la préfecture. Aucune suite favorable ne nous est parvenue. Si ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement qui avait effectué un déplacement dans le temps pour constater la véracité de ce que nous leur aurions dit. Après ça, aucune suite favorable n'est encore arrivée jusqu'à là où nous parlons. Les habitants du quartier Yenadjoro, eux aussi, ne sont pas épargnés des affres de l'inondation. La première autorité d'Abomey-Calavi, descendue sur le terrain, a donné les instructions au chef de la localité pour qu'ensemble, une solution soit trouvée. Et parlant de solution, les riverains n'en manquent pas de suggérer. Nous voulons que le projet gazoduc revoie sa copie. Ce caniveau que vous venez de voir, qui est orienté, doit être orienté dans le lac qui est à Zoketomé, pour pouvoir donner un outil de soulagement à la population de Tankpet-Tanmen. Nous appelons le chef de l'État au secours. Nous souhaitons que le caniveau soit réalisé jusqu'au niveau du bas-fond de Zoketomé pour qu'on puisse avoir la paix. En attendant qu'une solution pratique et durable ne soit espérée, les sinistrés de la commune d'Abomey-Calavi doivent s'armer de patience et de courage car la période des pluies n'est qu'à ses débuts. Bien triste, hein? Direction maintenant Boycon pour y assister aux échanges entre les jeunes et les femmes, les élus locaux, communaux et parlementaires de l'Union progressiste. Ils ont réfléchi à comment maintenir le cap de la victoire aux élections, comme ce fut le cas des 2 dernières consultations électorales, au bout desquelles leur formation politique est arrivée en tête. Imet Hélène Amoussou. Un séminaire pour réfléchir et travailler autrement pour le rayonnement de leur formation politique. Les assises ont réuni les jeunes femmes élus communaux, locaux et parlementaires de l'Union progressiste de Boycon. Ensemble, ce dimanche, ils ont parcouru à nouveau les résultats des dernières communales, évalué les performances du parti et défini des orientations à donner désormais aux actions menées pour l'enracinement de l'Union progressiste dans la ville Carrefour. Je pense qu'avec près de 22 000 voix à Boycon contre 25 000 voix pour le BR, ça veut dire que les populations continuent de faire confiance quand même
et au parti IP à Boycon. J'avoue, j'ai été très satisfait de l'échange. Les jeunes se sont libérés, toutes les couches présentes, et ça nous a permis quand même de comprendre les tenants et les aboutissants de notre échec, s'il faut l'appeler échec, c'est sommes en politique. Je voudrais donc d'abord féliciter les militants qui ont fait confiance à l'UP, à Boycon. Il leur dit de se tenir tranquille, d'être serein. Et nous avons compris le signal qui nous a été envoyé par la population pour quand même revoir quelques réglages. C'est une conscience militante que je voudrais saluer tout particulièrement. Cela montre que l'ambition que vous portez est une ambition noble qui devrait être soutenue. Cette rencontre souhaitée par les jeunes est portée par l'honorable Sani Mama. Placée sous le thème « Comment maintenir le cap et avancer », les échanges ont été animés par plusieurs leaders progressistes et ont également permis aux participants d'évoquer les dysfonctionnements enregistrés lors de la bataille électorale, lesquels auraient conduit à la baisse de performance observée. L'urgence, selon l'assistance, est de vite recoller les morceaux, remobiliser la troupe et surtout adopter de nouvelles stratégies en vue de reconquérir l'électorat. Au terme des débats, nombre de recommandations ont été formulées. Mettre en place et dynamiser les structures existantes de l'UP dans la commune de Boycon avec une implication active de toutes les couches, notamment la jeunesse. Travailler pour la promotion des cadres UP de Boycon. Cultiver davantage le militantisme. Selon les membres de la coordination communale, il est utile de rappeler que le parti du Baobab continue de conserver le pouvoir local dans la ville de Boycon, en ayant dans son rang 56 chefs de quartier et villages sur les 66 que compte la commune. Ils ont à l'occasion pris le ferme engagement de renforcer les bases en vue de renouer très prochainement avec de belles et grandes victoires. À Dassa, les leaders syndicaux soutirent. Ils apprennent à mieux tenir pendant les négociations pour des résultats efficaces. Ils s'en sont donné l'opportunité au premier séminaire ordinaire au titre de l'année 2020 organisé par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Une occasion saisie par ailleurs pour sensibiliser au sujet du coronavirus. On va retrouver Imet Elena Moussou. À cette invitation du comité de gestion des fonds des organisations syndicales COGEFOS, ils ont dans l'ensemble répondu présent. Ces leaders syndicaux nationaux des centrales et confédérations du Bénin seront davantage outillés pour accomplir avec aisance et sans ambiguïté la mission qui leur est assignée. Pour être efficaces, les négociations collectives doivent être gagnant-gagnant, aussi bien pour les décideurs gouvernementaux, pour le patronat, que pour les travailleurs que nous représentons. Cela exige que nous y soyons préparés et bien préparés. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à rester très concentrés et participatifs durant ce séminaire afin d'en tirer le meilleur. Ce séminaire vient à bon point dans la mesure où nous voyons que les négociations que nous faisons, généralement, il n'y a pas pour autant de résultats, de retombées que nous travailleurs, nous espérons. Alors, nous avons dit qu'il faudrait encore renforcer nos capacités en matière de négociation collective. Réunis pour 3 jours, au fin d'affiner leurs connaissances pour être de bons négociateurs, les participants seront entretenus sur divers aspects du sujet. Le comité préparatoire pour l'atteinte des objectifs a organisé en sessions et panels les éléments clés des modules à développer en vue d'une meilleure appropriation des notions. Les plus importantes de ces sessions sont panel sur le thème, le dialogue social et négociation collective à l'ère de la rupture, bilan et perspective, communication introduite sur le thème, concept du dialogue social et de négociation collective, session 1, technique et style de négociation collective, session 2, les étapes de préparation des négociations collectives, et la session 3, la préparation et la simulation des négociations qui inclut les jeux de rôle. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'impasse par rapport au dialogue social avec nos employeurs et notre gouvernement. Et le COGEFOS a estimé qu'il fallait qu'il joue sa partition en attirant l'attention de nos militants sur un certain nombre de choses que nous devons corriger dans notre pratique donc, de négociation, dans notre pratique de dialogue social. Et nous espérons que lorsque nous aurons fini d'être de bons négociateurs, d'avoir formé de bons négociateurs, que le gouvernement de son côté, que les employeurs de leur côté vont faire le même exercice pour que nous ayons des acteurs compétents des deux côtés afin d'espérer un dialogue social efficace. Les échanges seront animés par des personnes ressources appuyées par M. Uziel Touagelimana,
conseiller technique principal du bureau Conseil Projet Afrique CNV International. Parlant du coronavirus, le CAEB et son partenaire Secours Populaire Français continuent leur périple pour les actes de donation. Ils ont engagé depuis quelques jours maintenant, et vous l'avez certainement appris, une campagne de distribution de kits alimentaires aux foyers très affectés par les implications du coronavirus. L'étape de la dernière fois était celle de Semekpodi, Dangbo et à Promisrete. C'était en fin de semaine écoulée. Emma Rodon. Le CAEB engagé aux côtés du gouvernement pour la lutte contre le Covid-19. Après Porto Novo, où il a apporté son assistance à 100 ménages, le voici à Dangbo, à Promisrete, puis Semekpodi pour le même exercice. Dans chacune de ces communes, 100 ménages ont reçu de quoi soulager leurs difficultés et ont été sensibilisés sur les gestes barrières contre le Covid-19. Ce kit alimentaire, nous l'avons bien su dire, est composé de 5 kg de riz, 4 kg de niébé communément appelé haricot, 3 kg de manioc, de farine de manioc que nous appelons gari, et puis 1 litre d'huile. Et comme dans les mesures prises par le gouvernement, il faut se laver régulièrement les mains, se laver régulièrement à l'eau et au savon. Donc nous avons pu donner du savon à ces populations-là. Et également, ce n'est pas une simple distribution, ça a été un moment important, c'était des moments importants, j'allais dire, pour nous, de renforcer la sensibilisation auprès de ces populations-là. Sensibilisation par rapport à la lutte contre la pandémie Covid-19, mais également sensibilisation par rapport à une meilleure nutrition, puisque aujourd'hui, le CAEB intervient bien évidemment sur toutes les questions d'éducation au Bénin, les questions de santé, les questions de nutrition. Dans les différentes communes impactées, l'action du CAEB et de son partenaire Secours Populaire Français est hautement appréciée. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que CAEB Bénin a pensé aux personnes les plus vulnérables de notre commune, de la commune d'Apromisrete. Vraiment, nous sommes vraiment joyeux et très contents. Nous les remercions beaucoup. Que le Seigneur Tout-Puissant les rende au centuple. Lorsque vous savez la rage que fait cette maladie, ce virus, et dès lors que vous avez l'information que de bonne volonté des structures organisées se proposent de vous accompagner, de vous appuyer, d'appuyer vos populations, il va sans dire que c'est un sentiment de joie. Le CAEB a joué sa partition et il est attendu des bénéficiaires qu'ils prennent le relais de la sensibilisation dans leur environnement immédiat. On va finir ce journal avec ce dernier élément, sexe jeune. Bonne conduite morale, santé et reproduction, tout cela peut se conjuguer dans une parfaite harmonie. C'est l'ONG Afrique Mutualité qui essaie d'en faire une philosophie d'éducation des jeunes et des adolescents à travers le projet PSR-DSR, promotion de la santé et des droits sexuels et de reproduction. Et la 3e édition qui s'est achevée samedi a permis à des clubs scolaires et non scolaires d'échanger sur l'importance du dialogue parents-enfants en santé sexuelle et de reproduction. Le point. Merci pour votre... L'édition 2020 des compétitions annuelles sur les connaissances, attitudes et les jeux ludiques en santé reproductive des adolescents et des jeunes SRAJ s'achève par cette remise de récompense. Atiémé, dans le département du Mono, a abrité les compétitions. La catégorie club scolaire est remportée par le CEG Atiémé devant le CEG 1 de Lokossa. Pour ce projet, il n'y a pas de perdant, donc aux organisateurs, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux que nous sommes inscrits pour ce projet. Et je veux que l'année prochaine, ils puissent encore renouveler le projet pour que les autres aussi y participent. La confrontation entre les deux clubs scolaires
a eu lieu un exposé-débat sur l'importance du dialogue parent-enfant en santé sexuelle et reproductive. La délibération du jury a donné comme verdict 87 points sur 100 pour le CEG Atiémé et 67 points sur 100 pour le CEG 1 Lokossa. Les autres ont donné des réponses, mais Atiémé a été au-delà, ils ont fouillé, ils ont donné des réponses complémentaires qui puissent même permettre au jury de savoir si la réponse qui a été donnée là, on retrouve ça sur le papier. Et donc ce qui a fait qu'il y a des endroits où Atiémé a eu 20 sur 20 par rapport à certaines réponses, 20 sur 20 par rapport à certaines réponses. Mais ma foi, il ne faut pas que ça soit des récitations. Mettez ça en pratique et vous devenez du coup des ambassadeurs SRAJ. Tous ceux qui sont à côté de vous là, partagez ces informations avec eux. Cette troisième édition des compétitions annuelles sur les connaissances, attitudes et les jeux ludiques en SRAJ est la résultante de la mise en œuvre du projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Plusieurs autres activités sont à mettre à l'actif de ce projet. Nous avons pu mettre en place dans la zone sanitaire 12 clubs scolaires et non scolaires qui sont déjà fonctionnels avec l'appui de 12 enseignants qui assurent l'encadrement des élèves et déscolarisés sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pu former 72 catalyseurs. Il s'agit des enseignants et bureaux de clubs de jeunes sur la conduite des dialogues réflexifs et l'utilisation des outils SR. Nous avons pu former 20 membres des bureaux APE de la zone sanitaire sur les notions en SRAJ et la mise en œuvre de leur plan d'action. Nous avons orienté également 40 jeunes scolarisés et déscolarisés en entrepreneuriat. Le PSDSR est initié par un consortium conduit par CARE International Bénin Togo et mis en œuvre depuis septembre 2018 par l'ONG Afrique Mutualité dans la zone sanitaire Lokossa Atiémé. Le financement est assuré par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Et encore, le dialogue. Mesdames et messieurs, Aboumé Kalavi ploie sous les eaux qui n'arrêtent pas de tomber depuis quelques jours maintenant. Vous avez pu avoir les images quelque peu émouvantes dans un reportage passé dans ce 13h-là. Le maire et son équipe sont à pied d'œuvre pour des solutions. Et puis on a parlé aussi de l'eau qui par ailleurs devrait embêter en principe les candidats au CEP qui démarrent lundi prochain. Assengbo Kanya Assengbo nous a présenté un cas typique de centre de composition inondé. On verra bien de quoi cela retournera, en tout cas, en attendant lundi prochain. C'est donc la fin de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Bel après-midi à vous. À demain à 13h pour un autre moment de passion.